Bonjour à tous, Mathieu Paquette de la politique américaine simplifiée. Alors aujourd'hui, on va parler de la Cour suprême américaine, plus spécifiquement de la Cour suprême fédérale américaine. Alors, ce que c'est, la Cour suprême, c'est une des trois branches du gouvernement américain dont on a parlé dans une capsule précédente. Donc c'est la branche judiciaire, il y a également le législatif et l'exécutif. En gros, c'est 9 juges, dont un qui est juge en chef et 8 autres juges, qui sont nommés par le président et confirmés par le Sénat. C'est un organisme qui se doit, à la base, d'être non partisan, mais qui en réalité l'est. Comme j'ai mentionné dans une vidéo précédente, les juges qui sont nommés sont pas mal toujours des juges qui ont la même orientation politique que le président qui est en place. Donc, par exemple, Joe Biden a nommé une juge à la Cour suprême qui était une démocrate. Donald Trump a nommé des juges qui sont des juges républicains. Un exemple, par exemple, là, en septembre 2020, la Ruth Bader Ginsburg, qui était une juge de la Cour suprême depuis plusieurs années, plusieurs décennies en fait, a été remplacée tout juste avant l'élection américaine par Amy Coney Barrett, qui est une juge républicaine. Le rôle de la Cour suprême, en gros, 3 points très importants. Le premier, c'est la plus haute cour de tout l'État fédéral. Donc, il existe aussi une cour suprême dans chacun des États. Donc, on peut penser, par exemple, si on fait encore une fois un parallèle avec le Canada, entre la Cour suprême au Québec et la Cour suprême du Canada. Donc, un petit peu le même principe. Mais la Cour suprême des États-Unis au fédéral est celle qui va vraiment avoir le dernier mot si des causes sont mises sur appel. La Cour suprême peut déclarer inconstitutionnelles des lois et des actions exécutives du président. Donc, on parlait, dans une chronique précédente, je parlais de checks and balances. J'ai trouvé le mot en français, finalement, c'est contrepoids. Donc, ça se veut un contrepoids aux autres branches. Et on va en reparler un petit peu plus tard, mais eux aussi ont des contrepoids envers eux, évidemment. Et finalement, dans les rôles, le troisième rôle important, c'est que ça crée des précédents juridiques importants. Donc, on parle de jurisprudence. Donc, c'est des décisions qui vont faire écho au travers les âges auprès de la population américaine. Beaucoup de décisions de la Cour suprême qui ont eu des impacts profonds sur la civilisation américaine, sur le peuple. Particulièrement au niveau des droits civiques. Comme par exemple, en 1953, Brown versus Board of Education est une décision de la Cour suprême qui a fait en sorte que la ségrégation dans les écoles publiques a été abolie. Donc, on ne séparait plus les écoles publiques à noir versus blanc. C'était maintenant des écoles mixtes. Un autre très important, en 1973, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, Roe v. Wade. Donc, Roe v. Wade, qui est une décision qui ratifiait le droit à l'avortement pour les femmes aux États-Unis. Vous avez aussi sûrement entendu parler récemment, en 2022, c'est une décision qui a été renversée par la Cour suprême. Donc, si vous avez entendu parler de Roe v. Wade, là, c'est vraiment, on parle d'une décision de la Cour suprême qui a été renversée par une décision de 6 contre 3. Donc, c'est une mini-démocratie. Hein, la Cour suprême, ils sont 9 juges et puis ils vont voter selon leurs convictions. À noter que, contrairement à ce qu'on a entendu à beaucoup d'endroits, là, Roe v. Wade n'enlève pas de facto le droit à l'avortement à toutes les femmes. C'est plutôt Roe v. Wade, dans le fond, ce que ça codifiait, c'est que ça disait que c'est un droit inclus dans la Constitution de pouvoir avoir un avortement. Ce que la Cour suprême a dit en 2022, c'est que ce n'est pas au gouvernement fédéral de faire une législation sur le droit à l'avortement, mais bien à chacun des États. Alors, vous allez avoir des États où l'avortement est permis, d'autres États où l'avortement est carrément interdit, et d'autres États qui vont imposer des règles. On parle des fois en anglais, ils disent le heartbeat law, donc la loi du battement de cœur. Donc, c'est pas d'avortement passé 6 semaines, qui est à peu près le moment où le fœtus a un battement cardiaque. Donc, bref, peu importe où vous vous situez, là, c'est quand même une loi qui a enlevé des droits aux femmes. Donc, bref. Une autre des grandes impacts que la Cour suprême américaine a eu, c'est au niveau de la liberté d'expression. Donc, il y a eu de nombreuses décisions au niveau de la liberté d'expression, la liberté de religion pour les Américains, qui, je pense qu'on peut s'entendre, là, est une bonne chose.
Comme je mentionnais un petit peu plus tôt, la Cour suprême se veut un contrepoids au pouvoir exécutif, donc le pouvoir du président, et au pouvoir législatif, donc aux lois. Mais eux aussi, ils ont des contrepoids, donc le législatif et l'exécutif peuvent décider de faire retirer un juge de la Cour suprême si il y a une grossière incompétence au niveau des juges de la Cour suprême américaine. Un autre grand rôle la Cour suprême américaine, c'est vraiment au niveau de l'interprétation de la Constitution. Donc, les juges de la Cour suprême américaine vont, de façon ponctuelle, au besoin, quand il y a une cause qu'ils demandent, devoir interpréter ce que les pères fondateurs de la Constitution américaine voulaient dire. Et à cet effet-là, il y a plusieurs types de juges, mais les trois principaux, là, il y a des juges qu'on dit originalistes. Donc, ce que c'est un juge originaliste? C'est un juge qui va lire la Constitution en interprétant ce que, selon lui, les pères fondateurs voulaient dire. Donc, je vais vous donner un exemple. Là. Par exemple, le second amendement, on en a parlé avant, c'est l'amendement qui donne le droit à tous les Américains d'avoir des armes à feu. Donc, il y a des gens qui vont dire que ce que ça voulait dire, c'est que littéralement, tous les Américains ont le droit d'avoir une arme à feu. Par contre, dans la Constitution américaine, c'est clairement indiqué que c'est dans la mise en place d'une milice citoyenne. Donc, il y a des gens qui vont dire, ce droit-là est uniquement pour les milices citoyennes. Donc, il y a des façons d'interpréter le texte, c'est comme n'importe quoi. Donc, les originalistes vont vraiment essayer d'interpréter ce que les pères fondateurs voulaient dire au moment d'écrire ce texte-là. Il y a les textualistes qui, eux, prennent les mots au pied de la lettre et ne vont pas essayer d'aller chercher un second degré ou une signification autre que ce qui est noir sur blanc sur papier. Et finalement, le troisième type principal, c'est des juges qui sont plus pragmatiques, donc qui comprennent que cette constitution-là a été écrite il y a plusieurs centaines d'années et ne reflète pas nécessairement la réalité de nos jours. Encore une fois, pour ramener ça au deuxième amendement, il y a beaucoup d'arguments qu'on va entendre dire que, par exemple, les armes à feu à l'époque, il n'existait pas d'armes à feu qui pouvaient tirer 120 balles à la minute, alors qu'aujourd'hui, ça existe. Donc, est-ce que les pères fondateurs de la Constitution américaine auraient mis le second amendement s'ils avaient su que l'avancée de la technologie aujourd'hui permettait de faire des armes qui étaient aussi destructrices, aussi meurtrières? On peut en douter. Donc, c'est une façon aussi d'interpréter les textes de la Constitution. Alors voilà, ça fait le tour de la Cour suprême américaine fédérale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous avez des idées pour d'autres capsules, n'hésitez pas non plus à les laisser soit en commentaire ou sur ma page Facebook. Les informations sont dans la description du vidéo. Merci beaucoup, bonne journée.